même depuis que l'OFI est chargé de l'organisation de ces cours. Personnellement, au GISTI, nous ne savons pas vraiment, nous n'avons pas des informations de masse sur l'organisation de ces cours. Néanmoins, nous avons déjà entendu des témoignages comme quoi il y avait vraiment des difficultés pour suivre les cours, difficultés dans l'organisation, et que les cours n'étaient pas non plus d'une qualité extrême, et que finalement, on notait que le niveau de langue enseigné aux personnes étrangères était plutôt un niveau de langue qui leur permette de travailler dans les emplois les moins qualifiés. Donc, vous voyez, ça aussi indique quelque chose. Ce n'était pas vraiment l'intégration dans la société française, mais plutôt apprenant en français qui leur permette d'apprendre le minimum et de se débrouiller le minimum dans le travail. Alors, venons à la loi du 26 janvier 2024. Et là, il y a deux changements. Le premier, il y a toujours le contrat d'intégration républicaine, mais et il y a toujours la formation civique et la formation linguistique, sauf que, au contraire de ce qui s'est passé auparavant, il n'y a plus d'obligation de suivre et d'être assidu au cours. Il faut, et ce qui est tout à fait différent, il faut avoir une attestation de réussite aux examens. Et il y a un niveau minimum exigé. Donc, ça change complètement la donne. Et là, on voit bien qu'il y a une volonté claire. Et parce que, voilà, on sait bien, et ce n'est pas ni les députés, ni les sénateurs, ni le gouvernement qui me connaissent, quel est aujourd'hui le profil tellement divers et variés des personnes étrangères en France. Et pour toutes les associations que nous avons entendues, il y a des personnes qui parlent le français, mais qui ne l'écrivent pas, ou qui l'écrivent et ne le parlent pas, c'est beaucoup plus rare, mais c'est surtout ça, parce que ce sont des personnes qui ont eu très peu de formation, voire aucune dans le pays d'origine. Bon, alors, il y a une obligation de réussite, à la fois de la formation civique, de l'examen de formation civique et de l'examen de formation linguistique. Et il y a des niveaux minimums requis pour pouvoir prétendre à une autre carte de séjour. Pour que tout le monde comprenne, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ici présent, 80 et quelques personnes, en France, il y a différents types de titres de séjour. Il y a la carte de séjour temporaire, et il y a la carte de séjour pluriannuelle, il y a la carte de résident. La carte de séjour pluriannuelle se situe entre la temporaire et la résident. La carte de séjour temporaire, elle est valable au maximum 1 an. La carte de séjour pluriannuelle, elle est valable entre 2 et 4 ans. Et la carte de résident est valable 10 ans. Et donc, à partir de 1er janvier 2026, pourquoi 2026? Parce que la loi date du 26 janvier 2024. Néanmoins, le législateur a prévu que ces dispositions, dans l'attente de la prise des réglementations, enfin des dispositions réglementaires, et donc a donné le temps à l'administration pour mettre en place ça à partir du 1er janvier 2026. Et donc, le passage entre la carte temporaire et la carte pluriannuelle, il n'y a pas tout à fait des niveaux de langue. Si, pardon. Pour demander la carte de séjour pluriannuelle, donc quelqu'un qui a une carte aujourd'hui d'1 an, qui serait vie privée et familiale parce que parent d'enfants français, il peut ou elle peut demander la carte de séjour pluriannuelle. Et outre les conditions qui sont prévues par la loi pour demander la carte de séjour pluriannuelle, donc entre 2 et 4 ans, et on voit quel est l'avantage, c'est que ça permet un peu plus de stabilité dans le séjour. Il faut démontrer qu'il a atteint un niveau de A2. Quand on parle des niveaux A1, A2, B1, B2, C1, C2, je pense que vous connaissez, mais c'est dans le cadre du programme Cadre européen commun de référence des langues. C'est un cadre commun pour les pays européens. Et donc, ça indique que la personne est capable de comprendre des mots de la vie courante, de parler, de s'exprimer et aussi d'écrire.
Et selon les niveaux, cela augmente petit à petit. D'ailleurs, j'ai vu que le niveau A2 correspond à un niveau LV1, niveau collège, pour donner un petit peu d'idée de ce que ça peut correspondre. Voilà. Pour passer de la carte de séjour pluriannuelle, qui peut être donc valable 2, 3 ou 4 ans, et demander la carte de résident qui est valable 10 ans, il faut obtenir le niveau B1, ce qui équivaut, pour que vous ayez une petite idée, au niveau LV1 lycée. Et pour passer d'une carte de résident à la personne qui veut solliciter la naturalisation, il faut démontrer qu'on a atteint un niveau B2. Un niveau B2 équivaut au niveau requis des niveaux de connaissances de langue pour l'université. Comme vous voyez, c'est quand même des niveaux assez exigeants. Encore une fois, on pourrait applaudir en disant « Ok, on exige des personnes étrangères qui apprennent la langue parce que c'est par là qu'il va avoir une vraie autonomie. » Sauf qu'on voit bien qu'en imposant ces niveaux à la fois oral et écrit, on va exclure beaucoup de personnes. Moi, dans ma carrière au GISTI depuis plus de 20 ans, j'ai vu des personnes qui sont venues et qui m'ont dit, qui parlaient vraiment parfaitement le français et qui me disaient qu'ils n'avaient pas pu atteindre le niveau B2 pour la naturalisation parce qu'elles savaient faire plusieurs erreurs, mais des syntaxes, des grammaires, et cela ne les empêchait en rien de parler parfaitement le français. Enfin, parfaitement, peut-être pas, mais en tout cas, très bien. C'est comme moi, je suis là depuis 30 et quelques années, et je crois que je fais encore quelques erreurs. Je me dis peut-être, heureusement, je n'en sais rien. Bon, donc voilà, ça c'est la première chose, enfin ça c'est la deuxième chose que la loi du 26 janvier 2024 a modifié. Mais il faut aussi savoir qu'entre-temps, en attendant la parution des décrets, qui sont parus d'ailleurs, le décret a paru en juillet, qui organise à nouveau ces niveaux, etc., qui les prévoit dans la loi et les arrêtés, ont été publiés cet été. Et cela rentre en vigueur sans aucun problème le 1er janvier 2026. En attendant, l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a passé des marchés publics et parce qu'ils ont décidé de dématérialiser les cours de français qui sont donc maintenant qu'on n'impose pas aux personnes étrangères parce qu'en fait il ne faut plus l'assiduité puisque ce qu'il faut c'est la réussite. Donc on n'oblige plus les personnes étrangères à suivre un cours de français ou des cours de français. En revanche, on leur propose à elles et à eux de suivre les cours, sauf que maintenant sont dématérialisés, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme avec une application et les personnes se connectent en tout temps, toute heure, d'accord, mais c'est quand même des cours. En plus, il n'y a pas des cours virtuels, mais simplement des programmes, des modules. Et il y a, pour la réponse à des éventuelles questions, un chatbot, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle qui est censé répondre aux questions ou aux éventuelles questions, par exemple des grammaires ou que sais-je, des personnes qui essayent de suivre les cours de français à distance et sans aucun professeur, aucun professeur, mais absolument pas. Alors, sur cette question de la dématérialisation des cours, en fait, il y a, selon le niveau des qualifications de la personne étrangère, s'ils ont été scolarisés dans les pays d'origine ou pas du tout, et s'ils ont été scolarisés, quel niveau, si ça a été niveau école, primaire, collège, lycée, université, etc. Il y a un nombre d'heures de français, 100, 200,
600 heures. Et autant avant, dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, les personnes suivaient les 100, 200, 300, 400 ou 600 heures. Aujourd'hui, donc, ils sont axés pendant un an, les personnes étrangères, à cette plateforme pendant un an. Donc, elles peuvent suivre les 100, 200, 400 heures. Mais encore une fois, et j'insiste beaucoup sur ça, sans qu'il y ait sans qu'il y ait personne de physique qui puisse répondre et qui puisse donner des cours. Et ce qui reste encore en présentiel, c'est les niveaux exigés, enfin le nombre des 600 heures, qui est uniquement pour les personnes qui n'ont pas eu des formations quelconques dans le pays d'origine. Donc c'est plutôt pour les personnes qui n'ont même pas suivi des cours ou très peu dans leur déscolarisation, ou très peu de scolarisation dans leur pays d'origine, soit qu'ils sont analphabètes, soit qu'ils sont analphabètes, enfin, qui savent très peu comprendre l'écriture et enfin, notamment l'écriture. Et c'est les seuls cours qui restent. Et donc, par exemple, si quelqu'un qui, quand même, a eu de la scolarisation dans le pays d'origine et qui aurait besoin de 400 heures, voire de 200 heures, et elle a un an pour suivre ces cours-là. Mais supposons, enfin, comme nous toutes, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui suivent des cours de langue à distance, ou en tout cas des cours de langue. Moi, je l'ai fait pendant longtemps en anglais et ce n'était pas évident toujours. Il y a des jours, des semaines et des semaines où il y avait tellement la charge de travail que je ne pouvais pas. Je me connectais quand je pouvais et quand je me rendais compte, le temps était passé et effectivement, ensuite, c'était un peu lourd comme question. Et encore une fois, ici, la personne peut suivre les cours, etc. Mais peu importe que la personne ait ou pas suivi les cours, en fait, ce qui importe, c'est d'obtenir la certification, de réussir l'examen. Encore une fois, 1, 2 pour passer des cartes de séjour temporaire à pluriannuel, B1 pour carte pluriannuelle, carte de résident, et B2 pour obtenir la naturalisation. Et concernant la formation civique, qui est ça va être organisé dans un questionnaire à choix multiple, QCM, sur les principes et valeurs de la République, sur les droits et devoirs liés à la vie en France, et nouveauté de la loi du 26 janvier 2024 et les décrets d'application, histoire, géographie et culture, histoire, géographie, culture et système institutionnel et politique en France. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Et pour que la personne réussisse, il va falloir qu'elle obtienne au moins 80% des bonnes réponses. Alors, pour les personnes qui veulent prétendre ou qui veulent demander une carte de séjour pluriannuelle, doivent obtenir au moins 80% des réponses positives. Et pour celles qui vont demander la carte de résident, doivent obtenir plus de 80% des réponses positives. Alors, je voulais quand même, j'espère que j'ai été plutôt claire dans cette question. Il y a un collectif d'associations qui s'appelle le français pour toutes et tous, dont la CIMAD fait partie, le Secours catholique, la Fédération des centres sociaux, et qui travaille depuis très longtemps sur cette question du droit de toutes et tous à l'enseignement et au bon enseignement du français. Et donc maintenant, il y a toute une campagne qui est en train d'être faite. Je vous invite à aller sur leur site, le français pour toutes et toutes, parce que vous allez trouver beaucoup d'informations extrêmement claires sur cette question de la langue, sur cette problématique de la dématérialisation et sur tout ce qui va impliquer comme conséquence à partir du 1er janvier 2026, lorsque les personnes ne vont pas obtenir les tests ou l'attestation de réussite. D'ailleurs, ils s'expliquent, ils ont fait un colloque et une rencontre en visio le 8 septembre dernier, et vous pouvez écouter l'intégralité de cette vidéo qui est extrêmement intéressante. Et par ailleurs aussi, et pour finir, ces associations
ont fait un recours le 29 août dernier auprès du tribunal administratif pour demander la suspension de tous les marchés publics passés par l'OFII avec les sociétés qui sont censées mettre en place la plateforme dématérialisée d'enseignement du français. Et le juge administratif a en effet suspendu l'exécution de ces contrats, mais il faut voir la suite. Mais n'hésitez pas à aller sur ce site, n'hésitez pas à contacter les associations, y compris le GISTI, même si le GISTI ne fait pas partie, et d'ailleurs je me demande si on pourrait éventuellement faire partie de ce collectif, parce qu'il faut vraiment effectivement rendre compte qu'on ne peut pas se limiter à dire mais oui, il faut que les étrangers apprennent le français. En fait, là, on est en train de vraiment créer une politique discriminatoire qui ne va régler en rien la question de l'immigration irrégulière et qui par contre va laisser vraiment dans une situation de plus en plus vulnérable toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui travaillent, vivent, payent des impôts, sont en situation régulière, mais qui pour X ou Y raison ne réussissent pas ces examens-là. En vous remerciant, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, merci à chacune Oui, pour vos interventions. Est-ce qu'il y a des questions? oui, Bérangère, je Oui. suis passé à votre téléphone. Et juste, est-ce que c'est au niveau d'exigence que vous venez, merci à toutes les deux pour l'intervention, est-ce que c'est au niveau d'exigence de niveau de français, c'est aussi valable pour les personnes qui ont le statut de réfugié au moment où il faudra renouveler la carte de résident ou avant d'avoir la carte de résident? Marie, tu veux répondre? Oui, pardon, non, certaines personnes, certains titres de séjour sont exemptés de ce qu'on appelle la condition d'intégration dont vous a parlé Claudia, et les personnes qui ont une carte de résident en raison de leur statut de réfugié ne sont pas soumis à cette condition d'intégration, donc n'ont pas à faire état d'un niveau de langue particulier. Pareil, comme petite indication, les personnes algériennes, de nationalité algérienne, n'ont pas à faire état d'un niveau de langue pour renouveler ou obtenir une carte de séjour plus pérenne, tout simplement parce que l'accord franco-algérien ne prévoit pas cette condition d'intégration, donc elles ne sont pas concernées. Donc, il y a certaines catégories de personnes qui sont voilà, hors dispositif, mais comme l'a dit Claudia, la majorité des personnes y sont contraintes. Je peux, si vous voulez, répondre aux questions qui sont dans le chat. La première qui concerne les titres de séjour pour soins. Il nous semblait qu'une liste de pathologies était établie par l'OFII. Dans les faits, non. Il n'y a pas de liste de pathologies établie par l'OFII. C'est une des difficultés des titres de séjour pour soins. C'est qu'il y a des conditions médicales qui sont fixées dans le CESEDA. C'est une pathologie dont le défaut de traitement entraînerait des conséquences d'une extrême gravité. Donc, on peut avoir une pathologie très lourde, mais ne pas avoir de traitement dont l'absence entraînerait des conséquences d'une extrême gravité. C'est deux choses différentes et c'est vraiment une condition, la condition médicale première. Il faut ensuite qu'il n'y ait pas de traitement disponible et avec un accès effectif dans le pays d'origine. Donc, il n'y a pas c'est des situations qui sont très différentes et qui peuvent faire l'objet du coup d'une appréciation par les médecins de l'OFII différente en fonction d'une même pathologie, puisque en fonction de l'état de santé de la personne, de son pays d'origine, et même plus que de son pays d'origine, de sa ville d'origine, puisque quand on parle d'accès effectif aux soins, ça peut être très différent en fonction de si on habite dans la capitale du pays ou dans une campagne où l'accès aux soins est difficile. Donc ça explique les avis différents émis par les médecins de l'OFII en fonction de personnes qui présenteraient des pathologies similaires. Une autre question qui concernait les recours en référé. Comment peut-on faire un recours en référé? Ce n'est pas long comme démarche. C'est compliqué, Claudia, tu me reprendras d'y répondre de manière générale. Pour dire les choses assez simplement, un recours en référé, c'est un certain type de recours administratif, donc de recours devant le juge administratif. Et ça, ce qu'on appelle un contentieux de l'urgence. Donc, ça veut dire que, en gros, pour qu'un référé soit accepté
devant le tribunal, il faut que la personne puisse faire état d'une certaine urgence de sa situation. L'urgence, elle est définie par plusieurs critères. Ça peut être effectivement l'urgence au niveau d'un état de santé, d'une situation financière. Ça peut être aussi une situation administrative en tant que telle. On en a parlé un petit peu plus haut dans le chat. Une personne qui est en renouvellement de titre de séjour, c'est une personne qui a un droit au séjour établi et des droits associés à ce droit au séjour. Un droit au travail, un droit à une couverture maladie, des droits sociaux ouverts. Quand on est en renouvellement, le principe tel qu'il est établi dans la loi française, c'est qu'il y a un maintien de ces droits pendant la période du renouvellement. Et le maintien de ces droits, il est assuré par un document provisoire, c'est le fameux récépissé. Et donc, le fait de ne pas avoir de récépissé, ça va constituer une rupture de droit, puisque on l'observe très souvent, malheureusement, des personnes qui sont en renouvellement, la préfecture tarde à délivrer le fameux récépissé, l'employeur n'a plus de documents qui justifient que la personne a un droit au travail, et donc va suspendre ou, dans le pire des cas, licencier l'employé. Donc, c'est pour vous donner un exemple concret que ça peut constituer une situation d'urgence, une rupture de droit qui va constituer une situation d'urgence de nature à ce que le référé soit déposé. Donc, pour répondre de manière plus ramassée, c'est possible d'agir en urgence en contentieux d'urgence dans certaines situations où l'urgence est qualifiée. Et ce n'est pas long, c'est beaucoup moins long que la plupart des recours administratifs. Ça dépend évidemment des territoires. Les délais d'audiencement au TA dépendent du nombre de dossiers qui sont pendants. Généralement, l'audiencement en référé va entre 15 jours à 1 mois, être de cet ordre-là. Donc, c'est beaucoup plus rapide que bien des délais d'audiencement. Et juste, c'est vraiment très technique. En général, on ne conseille jamais de faire des référés les gens seuls, même si la présence d'un avocat ou une avocate n'est pas obligatoire. Ça, c'est tellement technique, il vaut mieux ne pas le faire, ne pas essayer à le faire soi-même. Référé suspension, référé libertaire, référé mesures utiles. Vous voyez, c'est vraiment 3 types de référés différents, comme a dit Marie, et c'est une condition d'urgence, une condition aussi d'attente à un droit fondamental, à une liberté individuelle. Pour le référé liberté, il y a quand même plusieurs conditions. Donc, ce n'est pas long parce que, et c'est là la question aujourd'hui, tout est tellement bloqué à la fois au niveau des préfectures, à la fois au niveau des tribunaux, que les avocats et avocates essayent de faire des référés là où c'est possible afin de débloquer les situations, mais les situations deviennent vraiment de plus en plus compliquées. Donc, il faut toujours prendre vraiment conseil avec un ou une avocate et se faire aider si possible, comme l'a marqué Marie. Il y a aussi la possibilité de la demande d'aide juridictionnelle, y compris pour les personnes qui n'ont pas un titre de séjour, afin de voir la possibilité de faire un référé, mais ça, ce n'est pas toujours possible. Alors, le nom de la plateforme, moi, je n'en ai pas. Il ne me semble pas que pour l'instant, elle ait été créée. Simplement, c'est qu'elle va être ou elle devra être mise en place à partir justement du 1er janvier 2026. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller sur le site de Le Français pour toutes et tous, où on suit vraiment de très près cette question-là. En tout cas, l'information sera certainement donnée, mais allez voir vraiment, en tout cas, l'idée aussi par le recours qui a été fait, c'est de stopper un peu justement l'exécution de ces contrats et obliger l'OFII à revenir sur cette question, c'est-à-dire à revenir sur cette politique de dématérialisation des cours de français et plutôt le pousser à ce qu'elle continue à organiser des cours dans des salles de classe avec un professeur ou une professeure, etc. On comprend aussi que c'est un choix politique et budgétaire face à de moins en moins de moyens. Mais on pourrait dire, oui, d'accord, on a de moins en moins de moyens, sauf que effectivement, on pourrait estimer que de toute façon, il faut des cours à la hauteur pour permettre l'intégration des personnes et donc on met les moyens qu'il faut pour cela. Mais le choix a été différent. Mais on va voir comment ça va continuer dans ce deuxième semestre, les suites de cette campagne et de cette
de cette dénonciation et voir si à un moment donné, l'OFII recule dans cette volonté de dématérialisation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Pierre, on vous écoute. Pierre Brault, il faut réactiver votre micro. Après, c'est le petit micro à droite. Alors, apparemment, vous avez un problème de micro et nous, on ne peut pas vous l'activer à distance. Donc, existe-t-il un moyen autre pour certifier le niveau de français? Bah, c'est-à-dire que oui, il existe. Alors, de ce que j'ai compris au travers de la vidéo justement de la rencontre des Un français pour toutes et tous, c'est qu'il y a des examens de langue TEF et TEC. Et ces tests des connaissances de français et tests de enseignement du français, le DELF aussi, les diplômes d'enseignement de langue française. Donc, les personnes peuvent passer. Alors, par exemple, et ça c'est, alors, et il faut le dire, pardon, ça j'ai oublié. Alors, il y a ce niveau exigé des A2, B1, B2 pour passer carte de séjour pluriannuelle, carte de résident naturalisation. Mais cela ne veut pas dire que pour les autres personnes, il n'y a pas une exigence de connaissance de la langue. Je m'explique. Par exemple, quelqu'un qui a une carte de résident déjà depuis quasiment 10 ans, à l'époque, oui, elle a dû signer un contrat d'intégration républicaine, mais avec des exigences qui étaient autres il y a 10 ans ou il y a 9 ans. Donc encore, si elle va justement demander la naturalisation, il va falloir qu'elle aille dans une association ou dans une société justement qui propose la réalisation de ces textes, parce qu'il va lui falloir une certification. Donc, elle va aller payer. Alors, j'ai vu justement, j'ai entendu dans cette vidéo, désolé, ce sont les informations que j'ai récoltées parce qu'au GISTI, on ne fait pas des tests de français, heureusement. Ça coûte entre 150 et 200 euros les tests. Hein, donc, si la personne échoue, donc il va falloir qu'elle continue à payer jusqu'à ce qu'elle obtienne les niveaux exigés. Donc, et ça, alors autant nous pensons qu'à chaque fois, enfin nous pensons non, nous nous sommes rendus compte, et je dis c'est les associations qui travaillent dans les domaines du droit des étrangers, nous nous sommes rendus compte qu'à chaque fois qu'il y a une obligation comme celle d'un niveau minimum, il y a tout un marché qui se développe parallèle, et où les personnes, où on va offrir justement, et maintenant il va y avoir des sociétés qui vont proposer la réalisation justement des tests. Et on se pose la question à combien de ces sociétés qui proposent la réalisation de ces textes vont vraiment réunir toutes les conditions pour délivrer des vraies attestations de réussite. Et je donne un exemple. Quand il y a la dématérialisation des demandes de titres de séjour, on a vu comment des sociétés se sont développées, créées et développées pour offrir le service aux personnes étrangères, de les accompagner dans les démarches devant les préfectures ou devant l'ANEF pour les dépôts et le renouvellement des titres de séjour. Sociétés dont certaines ont une vraie validité, mais bon, on peut se questionner quand même, mais dont d'autres n'ont aucune connaissance, aucune expertise. Et en fait, c'est plutôt des sociétés frauduleuses. Donc, on va pouvoir voir le développement aussi, cette fois-ci, de ces sociétés qui se développent, qui font de la pub, comme quoi les personnes étrangères peuvent attester leur réussite, obtenir l'attestation de réussite dans les examens français, et que finalement, elles
en mesure de pouvoir les délivrer selon la réglementation. Et aussi parce que, par exemple, les personnes qui sont en séjour irrégulier et qui demandent l'admission exceptionnelle au séjour, qui a expliqué Marie, la circulaire Retailleau, et on voit bien que ça s'applique vraiment et que ça, on l'exige. La circulaire Retailleau dit que la personne doit avoir des connaissances en français et aujourd'hui, les personnes veulent construire le dossier le meilleur possible et donc elles vont essayer d'aller passer un test pour l'intégrer dans les dossiers de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Donc, il va falloir aller vers une de ces sociétés qui proposent le TEC, le TEF, le DELF, ou que sais-je, avec des tarifs dont je suppose plus ou moins variables jusqu'à ce qu'à un moment donné, mais dans combien de temps, il y ait une réglementation pour contrôler justement ça. Merci beaucoup et merci pour toutes les informations partagées dans le chat. Est-ce qu'il y a encore des demandes de précision, des questions? Bon, eh bien, merci à chacune et puis je pense qu'on peut se dire à une prochaine fois. Merci beaucoup Voilà, pour l'invitation. Merci à vous. votre double, en tout cas, pour cette double intervention, on vous a sollicité bien tardivement. Et merci beaucoup, ça a été très apprécié. Et à une prochaine fois. Bonne